Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Serge Alain autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. L'émotion n'avait pas fini de gagner le cœur des Camerounais après l'incendie de l'hôpital du district de Koumba, qu'est survenu le plus grand rapt depuis le déclenchement de la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest en 2016. La 162 élèves du Saint-Augustine College de Kumbo, enlevés aux premières heures de samedi dernier par des hommes cagoulés armés, nous apprendons. L'enlèvement a eu lieu au lendemain de la levée du mot d'ordre de lockdown, soit 10 jours de ville morte imposés par les séparatistes à l'ensemble des populations établies sur les 13 départements qui constituent la zone anglophone du Cameroun. Cet enlèvement de grande envergure intervient, on s'en souvient, 3 mois après celui du 5 novembre 2018 qui avait vu 79 élèves et deux enseignants du Presbyterian Secondary School Nkwen être kidnappés pendant 2 jours. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Après le lockdown, les enlèvements, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Après le lockdown, les enlèvements. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Maître Roland Dio. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autou. Bonsoir à tous mes copanélistes et bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Equinox ce soir. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Tout à fait. Mais aussi militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. En effet. Voilà, je ne vous ai pas vu la semaine dernière, Maître Roland Dio. Oui. J'avais besoin de vous. L'actualité commande et que j'ai Maître Roland Dio sur le plateau. Vous savez, en tout cas, quelqu'un du MRC. Vous savez qu'on est souvent obligé de faire avec à ça aussi bien les obligations politiques que les obligations professionnelles, parfois même les obligations extra-professionnelles, notamment familiales. Oui. Et c'est aussi cela qui fait qu'on peut parfois ne pas être disponible pour un plateau couru et réputé comme celui d'Equinox ce soir, qui d'ailleurs chaque fois que l'invitation nous est faite, c'est toujours un honneur et un privilège d'y participer. Et donc je profite de l'occasion pour présenter mes excuses à Serge Alain Autou et aux téléspectateurs. Non, c'est les téléspectateurs, c'est pas moi. Les téléspectateurs. Parce que parfois, on nous fait le procès, que bon, voilà, il n'y a pas le RAC, pourtant. On a tenté. Hein. Si jamais on a manqué souvent à l'appel. Nous allons essayer de faire autant que possible le maximum pour toujours être représentés. Voilà, sur ce plateau également, elle revient, elle aussi, honorable Marlise Doualabel. Bonsoir. Honorable. Bonsoir. Vous êtes député RDPC, vous centre. Oui, jusqu'à octobre. Encore quelques mois. Ah bon, quelques mois encore. Voilà, bienvenue sur le plateau. Juste à côté de vous, Yvon Zambo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. C'est le plus jeune, non? Tout à fait, tout à fait. Voilà, vous êtes étudiant en master, option audit et contrôle de gestion à l'ESSEC. Tout à fait, je suis étudiant en master option audit et contrôle de gestion. Oui. Et par ailleurs, délégué communal au Conseil national de la jeunesse pour le compte de Douala 3e. Voilà, bienvenue sur le plateau. Merci. Et en face de vous, barista. Il aime quand je dis Signor Barista. Signor Barista Emmanuel Achou, you are welcome, sir. Thank you, Serge Alain. Good evening, televiewers. It's always a pleasure meeting you. Voilà. Dites-moi, barista, on sort de 10 jours de lockdown. Et là, on ouvre l'autre période avec les enlèvements. Comment vous avez vécu tout ça? Disons que vraiment, je suis effrayé par ce que je vois. Parce que du côté du gouvernement qui est en place, on aimerait bien nous faire croire que les choses sont sous contrôle. Mais lorsque les gens qu'on présente comme des sécessionnistes en viennent à imposer à tout le monde un lockdown de 10 jours, et même les services publics ne parviennent pas à ouvrir les portes. Même les administrateurs... Malgré la sortie du gouverneur Bernard Okaliabina. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. Il a failli perdre sa vie. Alors, vraiment, ça devient effrayant. Et moi, je pense que il est grand temps que ceux qui nous gouvernent changent de méthode. Parce que, visiblement, la méthode forte
a échoué. Ouais. Et plus on essaie d'utiliser la force, plus ça se radicalise de l'autre côté. Et c'est pour cela que vous avez vu, après le lockdown, on annonce encore les couleurs avec un enlèvement. Et je ne sais pas ce qui va venir après ça. Donc, moi je pense que c'est une situation qui est vraiment effrayante, qui appelle, n'est-ce pas, à plus de conscientisation de ceux qui sont au pouvoir. Ok, honorable Malice Djolabel, on a vu 10 jours de lockdown, ville morte pendant 10 jours, des hôpitaux qui partent comme ça en fumée, des hommes en tenue qui perdent leur vie, des populations qui périssent. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation est encore contrôlable pour vous? Moi, j'ai une inquiétude. Je ne sais pas comment les hommes vivent cette situation, mais en ce qui concerne les femmes, nous vivons une situation dramatique. Évidemment, pas tous les jours, puisque nous ne sommes pas sur le site des affrontements et dans les départements en difficulté, mais quand même chaque fois que nous avons des informations, chaque fois que nous avons des parents ou des amis qui nous rejoignent, on est dans une situation d'une femme qui a en face d'elle le corps de son enfant assassiné par son frère et qui ne savent pas trop ce qu'il faut faire du frère, qu'est-ce qu'on va faire de ce frère. Vous voyez que je n'ai pas choisi le camp. Jusque-là, je suis encore sur de l'être humain, je suis sur la douleur. Maintenant, comme femme politique, j'ai quand même envie de questionner la logique adoptée par les sécessionnistes. Parce que tout à l'heure, Barista a dit ceux qu'on qualifie de... Non, mais ils ont dit qu'ils sont des sécessionnistes. Donc personne ne les qualifie. Eux-mêmes ont donné leur identité. Ils ont dit qu'ils veulent voir le Cameroun séparé en deux. Et donc ce n'est pas quelque chose qu'on leur prête, ce n'est pas de la mauvaise foi, ce n'est pas un mensonge, c'est la réalité, c'est que nous avons en face de nous des personnes qui se sont présentées officiellement à l'international dans le pays comme des sécessionnistes. Donc ce sont des sécessionnistes. Maintenant, où est-ce qu'ils veulent aller? Jusqu'où veulent-ils aller? À supposer qu'on soit dans la situation où le gouvernement, qui est pleinement dans son droit, reste sur sa position, à savoir qu'il invite tous nos frères, tous nos enfants en colère de laisser tomber les armes et qu'ils reviennent. Moi, je suis pour que ces frères, ces enfants, ces Camerounais reviennent à la raison et déposent les armes. Une fois qu'ils auront déposé les armes, je pense que tous les regards vont donc se tourner vers le gouvernement du Cameroun pour dire, ok, ils ont baissé les armes, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est vraiment dramatique parce que non seulement eux, ils ont l'intention de continuer à effrayer les populations, à martyriser les populations au nom de ce qu'ils ont raison. Mais c'est quand même des Camerounais qu'ils sont en train de martyriser, qu'ils soient du nord-ouest ou pas, qu'ils soient des fonctionnaires en fonction là-bas ou pas. Il y a qu'ils sont en train de se rendre quelque part impopulaires. Et moi, je voudrais qu'ils deviennent impopulaires pour tout le monde. Seulement souvent, j'entends des sons de cloche qui, par exemple, quand il y a eu l'incendie de l'hôpital de Kumba, j'ai entendu des personnes sur les médias dire que, mais est-ce qu'on connaît même l'origine de cet incendie? L'air de vouloir dire que c'est peut-être le gouvernement qui a mis le feu pour aggraver la situation. Donc, si nous-mêmes, nous tous, les observateurs et les victimes de cette situation, ne sommes pas capables de dire aux sécessionnistes, nos frères,
vous êtes en colère, on a compris, vous avez déjà eu à faire des choses extrêmement graves, mais le président de la République vous invite quand même à baisser les armes, à ce qu'on revienne à une forme apaisée de relations, et ils ne veulent pas baisser les armes. Donc jusqu'où est-ce qu'ils iront? Ils iront jusqu'à tuer leurs parents, tous leurs parents, ils iront jusqu'à tuer tous leurs enfants. Okay. Ça me semble une logique un peu difficile à accepter. À écouter l'honorable Dolabel, on comprend que les appels du président du 6 novembre et du 31 décembre sont restés comme ça, lettre morte, parce qu'il demande, il les appelait les entrepreneurs de guerre à déposer les armes. Oui. Et le barista évoquait tout à l'heure le convoi du gouverneur au Calais-Bilaï qui a une fois de plus été attaqué. Ça fait la 3e fois. Oui. Pourquoi il n'arrive pas à déposer les armes? Vous savez très bien que nous sommes dans un conflit qu'on a tenté longtemps de minimiser, oui, et qui pourtant est un conflit grave et je dirais même profond. Vous avez une frange de la population du nord-ouest et du sud-ouest qui est tout à fait comme l'a décrit l'honorable tout à l'heure, c'est-à-dire des personnes de raison, avec de la compassion, je dirais des modérés, des personnes qui peuvent discuter lorsque le cadre est créé pour cela. Vous avez aussi ce qui était jusque-là une infime minorité de radicaux, de sécessionnistes, de personnes qui n'avaient aucun autre son de cloche qu'ils pouvaient entendre à part la sécession, qui, par les turpitudes du gouvernement, ont eu finalement droit de citer. Et donc, se sont installés dans ce qui est devenu un terrain vierge. Vous savez que la nature a horreur du vide. Ces sécessionnistes-là ont occupé l'espace et aujourd'hui font un peu la pluie et le beau temps. Il est donc, de mon point de vue, difficile d'analyser cette situation en pensant que c'est avec cela qu'on va arriver à la résolution de la crise. C'est donc pour ça que, et c'est encore... Cela est pour qui? Je parle des sécessionnistes. Oui. Je veux bien que ce soit clair, oui, dans l'esprit de tout le monde. La formation politique à laquelle j'appartiens, oui, le professeur Maurice Kamto, à toutes les occasions où il a eu à s'exprimer sur la question du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest, a toujours été clair, et l'a dit sans embâche, que la sécession n'est pas à l'ordre du jour. Le débat ne se fait pas sur la sécession. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut commencer par éduquer les Camerounais à ce qu'ils comprennent que quand on parle de discuter de la forme de l'État, il ne s'agit pas de sécession. Il ne vous a pas échappé qu'à un moment donné sur l'espace public camerounais, les pouvoirs publics ont fait croire à tout le monde que lorsqu'on parlait par exemple de fédéralisme, il s'agissait d'un synonyme pour dire sécession. Vous voyez donc qu'il y a des populations qui auraient pu, de manière tout à fait rationnelle et raisonnable, discuter avec les autres compatriotes sur, par exemple, les raisons qui empêchent que la décentralisation, ne serait-ce que celle qui a été prévue en 1996, ne soit appliquée 20 ans, plus de 20 ans après, 23 ans après. On pouvait avoir un cadre pour discuter de cela. Cela n'a pas été possible. Et du coup, en plus de ne pas avoir discuté sur ce qui était discutable, on a commis l'erreur de supprimer les porte-paroles des voix modérées. C'est-à-dire ceux-là, je fais allusion à nos confrères, maître Félix Kongo Bobala, qu'on ne peut certainement pas soupçonner de violence ni même de sécessionnisme, oui, encore moins le docteur Fontem Aforté Kaneba, etc., etc. Et toutes ces personnes-là qui étaient dans le Civil Society, le Anglophone Civil Society Consortium. Et donc, quand on suspend une plateforme de dialogue comme celle-là, on a créé les conditions pour que ceux qui jusque-là n'étaient pas audibles puissent avoir pignon sur rue. Et nous sommes en train, en fait, aujourd'hui, non pas de régler les causes, mais de penser les plaies, en d'autres termes, à digérer, si on peut dire ça comme ça, les conséquences d'un problème qu'on n'a pas su gérer en amont. C'est pour ça que toutes les personnes, toutes les organisations qui ont eu la délicatesse de se pencher sur la crise que nous vivons dans notre pays, dans ces régions-là, ont en cœur sollicité que le dialogue soit inclusif, parce que effectivement, la meilleure façon de soustraire le carburant
des indépendantistes, c'est de donner voix au chapitre au sein de ces populations-là à d'autres sons de cloche. On ne peut pas fermer toutes les portes et s'étonner de ce que seulement les voies de la violence ne s'ouvrent. Et moi, je voulais profiter de cette occasion pour exprimer vraiment du fond du cœur ma compassion à l'égard de ce que nos frères et nos compatriotes vivent dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Au-delà de tout ce qu'on peut faire comme analyse sur un plateau de télévision, au-delà de tout ce qu'on peut dire comme proposition proposée, il y a que la situation que les Camerounais vivent dans ces régions-là est intenable. Quelles que soient leurs, d'ailleurs, idées. Parce que vous savez, il y a le terroriste, celui qui choisit d'utiliser les armes pour faire valoir un point de vue. Mais il y a celui qui peut être favorable à la sécession, ce qui est un point de vue, somme toute. Vous savez, dans l'espace public, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, par exemple. Mais tant que ça reste une croyance, tant que ça reste un point de vue, on va dire, personnel, il faut respecter que les gens puissent avoir des points de vue différents. Mais il faut bien distinguer ceux qui ont peut-être des approches différentes de la forme de l'État, ou même de l'État tout simplement, de ceux qui justement ont piégé nos compatriotes entre deux feux. Un feu qui est criminel, c'est celui des forces dites ambazoniennes, et le feu des forces de l'ordre, parce qu'ils font feu eux aussi. Donc, je crois que de ce point de vue-là, s'il faut appeler à la retenue, s'il faut appeler au dépôt des armes, je crois qu'il faut également appeler au dépôt des armes de toutes les parties prenantes, évidemment ayant créé un cadre pour que justement cette concession politique ne soit pas une façon de laisser courir quelque chose qu'on ne peut pas accepter pour un pays sérieux comme le Cameroun. Ok. Yvon Zambo, justement, le professeur Titus Edouard, dans la lettre ouverte à Paul Biya, il parle de propositions. Il demande au président une adresse qui s'adresse solennellement aux Camerounais en ordonnant l'arrêt des hostilités sans délai. Sans délai, déclenchant le retrait du dispositif militaire dans ces deux zones, dans le respect des règles de sécurité, bien évidemment. Pour ça, il demande que l'armée arrête aussi, parce que à suivre l'honorable Doualabel qui reprend ce que le président a dit, c'est justement ce problème qui se pose. On demande à un seul camp. Pas un camp, il n'y a pas deux camps. Il y a un agresseur et il y a une nation qui se défend. Mais il y a deux parties en conflit. Il y a une nation qui se défend et qui est dans son bon droit. Oui. Et il y a des étrangers qui se sont eux-mêmes qualifiés d'ambazoniens. Oui. Ils ont dit qu'ils ne sont pas. Ils ont fait des déclarations disant qu'ils ne sont pas Camerounais. D'accord? Donc on ne peut quand même pas faire fi de ce type de déclaration grave. Okay. Donc il y a un agresseur et il y a une nation qui se défend. Mais la réalité et le fond du problème, je vais vous laisser la parole, c'est que en réalité, c'est les enfants d'un même pays qui sont face à face. Voilà pourquoi j'étais inquiet quand vous parlez d'étrangers. Mais c'est eux qui ont dit qu'ils étaient étrangers. Non, nous, on leur a jamais demandé de... Vous venez de dire que ce sont les enfants. Non, j'ai pris acte. Oui. Mais c'est peut-être dans leur folie, c'est dans leur folie qu'ils ont fait ce type de déclaration. Non. Mais en réalité, ils sont Camerounais. Enfin, moi, je ne les vois pas autrement que Camerounais. Quand Ayouk déclare qu'il n'est pas Camerounais, alors qu'il a des papiers de Camerounais, vous qualifiez ça de quoi? Yvon Zambo, sur cette situation, est-ce que professeur Titus Edouard demande que les deux parties arrêtent les hostilités, que le président demande dans une sortie solennelle et médiatisée aux deux parties d'arrêter? Parce que jusque-là, il a demandé à une seule partie de déposer les armes. Quelle analyse vous faites de cette proposition du professeur Titus Edouard? Ok, merci Serge Alain. Je dirais de prime abord que l'analyse de Titus Edouard par rapport à la situation qui mine les deux régions dites anglophones est une analyse qui émane justement de sa pensée, qui pense que ce problème devra être résolu par les méthodes qu'il essaye de donner à l'opinion. Mais par rapport à ça, je dirais de prime abord que
nous sommes dans une situation où le Cameroun est en train de défendre son intégrité, de défendre sa situation pacifique. Et par rapport à ça, il se doit de préserver non seulement les biens et les personnes qui se trouvent dans un territoire bien délimité. Cela étant, l'armée ici est considérée comme étant un outil qui permet de régler la situation à un niveau jugé plus ou moins souhaitable pour les populations. L'armée n'est pas la fin, ou tout au moins la fin qui justifie le moyen, mais l'armée est ici un outil qui permet d'arriver à la résolution d'un conflit. N'étant pas ou non. Mais depuis que l'armée est là, qu'est-ce qui a changé? Je vais poursuivre. Oui, qu'est-ce qui a changé? Bon, depuis que l'option militaire a été choisie. Nonobstant cela, des choses se disent. Oui. D'aucuns pensent que l'armée ou la présence de l'armée n'est pas opportune, oui, n'est pas la solution idoine. Mais moi, je dirais que, de mon point de vue, je dirais que la présence de l'armée ici est une présence dans l'optique d'apaiser la situation. Je ne pense pas une seule seconde que l'armée camerounaise se comporte ici comme étant celle-là qui agresse. Au contraire, elle vient plutôt pour défendre les intérêts des populations et les ressources de celles-ci. Parce que lorsqu'on voit, par exemple, d'après les rapports du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, oui, qui dit que 37 000 Camerounais se sont déportés vers les régions dites francophones et 20 000 se sont déportés vers le Nigeria voisin. C'est une situation qui n'arrange pas tout le monde, qui n'arrange pas les Camerounais. Moi, étant jeune, je n'aimerais pas vivre dans un pays où la situation est conflictuelle, à tel point que des investisseurs ont du mal à venir pour investir dans notre pays sous prétexte, autant pour moi, que les choses ne vont pas de bon train. Et je pense dans le subconscient, parce que dans tout agissement, il y a toujours une idée qui nous passe derrière la tête. Je pense qu'à ce niveau, l'idée de déployer l'armée n'est pas celle-là de venir créer un climat je dirais, de peur ou de suspicion, oui, auprès des populations, mais plutôt de les rassurer. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, si Titus Edouard, dans son propos, demande à ceux qui le fassent, il faudrait, parce que j'ai lu son propos, moi aussi, je n'ai pas vu la finalité, parce qu'il a dit que c'est ce qu'il faudrait faire, mais il n'a pas donné le point de chute de cette proposition. Ça, c'est ce que j'ai à dire. Oui, maître. Mais je voulais juste un peu réagir sur 2 ou 3 points. Le premier, c'est que l'armée qui défend l'intégrité territoriale, vous savez que j'aime bien les images. Ça, c'est pour m'expliquer les choses à moi-même. Hein. C'est comme ça que je fonctionne. Supposez que vous avez votre maison avec une barrière de fil barbelé électrifié. Vous mettez le courant électrique dessus, c'est pour empêcher aux bandits de traverser et d'entrer chez vous. Mais supposez que vous avez une querelle à la maison. Le grand frère discute avec le petit frère sur la propriété de la chambre qui a été confiée aux enfants. Ils ne s'entendent pas. Et ce que le père trouve à faire, c'est qu'il va prendre un bout de ce fil électrique pour électrifier l'un des enfants qui, selon lui, est en tort. Vous trouvez vraiment que c'est une approche normale pour résoudre les problèmes en famille? Si le fil barbelé avait électrocuté un bandit, personne n'aurait jugé cela disproportionné, personne n'aurait jugé cela problématique. Mais c'est le fait justement d'avoir une crise nationale entre fils et filles d'une même nation et de se comporter justement comme si on ne voit, c'est-à-dire que en face on a l'impression que les pouvoirs publics ne voient dans le nord-ouest et le sud-ouest que les Ambazoniens. On n'y voit pas des civils. On a donc l'impression aux gens qu'on ne voit pas marcher dans les rues de Bamenda, de Kumba, de Limbe, de Boya, des citoyens ordinaires. On fait l'effort de toujours les étiqueter, comme s'ils sont tous des terroristes, des Ambazoniens, des séparatistes, etc. C'est donc pour ça qu'on ne comprend pas qu'on puisse refuser justement de dialoguer. Parce que refuser de dialoguer veut dire qu'on ne voit personne avec qui discuter. C'est donc la preuve que justement pour le gouvernement, ils estiment qu'on ne discute pas avec des Camerounais. On a d'ailleurs choisi de tous les considérer comme des terroristes pour justement facilement
expliquer qu'il faut absolument passer par le tout militaire. C'est un problème. Okay. C'est davantage un problème que vous voyez bien que il y a des dégâts et des dégâts énormes. Mon copanéliste, M. Zambo, tout à l'heure a indiqué que il y avait des déplacés, il y avait des biens détruits, etc., etc. Effectivement. Et c'est pour cette raison-là précisément qu'il est de bon ton. Vous allez détruire deux régions entières à coups de canons et de mortiers. Vous allez faire ça quand bien même vous aurez vidé ces régions-là de leurs habitants. Qu'en ferez-vous? La bonne question, elle est là. Parce que le refus du dialogue nous conduit vers ce genre d'impasse. Et puis sachez-le, partout où il y a eu des mouvements à tendance indépendantiste, il y a toujours eu deux orientations. Soit à l'usure du temps, les indépendantistes finissent par avoir gain de cause, surtout appuyés en cela par les instruments internationaux qui malheureusement sont favorables à ce qu'on appelle dans la Déclaration universelle des droits de l'homme le droit de tous les peuples à l'autodétermination. Oui. Soit ils aboutissent ces mouvements à tendance indépendantiste là toujours vers la séparation, soit les gouvernements, disons, plus disposés au dialogue, finissent toujours par régler le problème politiquement en interne. L'exemple le plus d'actualité, oui, c'est la Catalogne. Oui. On peut citer le cas du Canada avec la province du Québec, qui justement, pour résoudre les problèmes des indépendantistes québécois, ont convenu d'un certain nombre de règles qui devraient organiser le multiculturalisme canadien. Et d'ailleurs, j'aime bien ce terme-là, surtout quand il est appliqué à ce pays. Mais comme on est au Cameroun, parfois on fait toujours l'effort de ne pas copier ce qui marche bien ailleurs et de ne copier que des contre-exemples. Ok. Barista, revenons un peu à Signor Barista. Ça fait 36 ans de métier. Ok. Ce qui s'est passé à Kumbo samedi dernier, comment on arrive, la grande question que tout le monde se pose, la bonne question même, comment on en arrive à déplacer à premières heures du matin 162 personnes? Comment? Avec quels moyens? Merci Serge Alain. Avant d'arriver à ta question, je pense qu'il y a lieu de réagir sur ce qui a été dit sur ce plateau et qui appelle, n'est-ce pas, une réaction. Quand j'écoute l'honorable Marlise Ber parler, je me demande si vraiment c'est le député du peuple camerounais qui parle ou c'est le militant du RDPC. Parce qu'en tant que député du peuple camerounais, vous devez savoir que vous défendez l'intérêt de tous les Camerounais. Vous n'êtes pas seulement pour votre parti. Alors, vous n'avez pas à appeler tous les anglophones étrangers. Je suis de Manfait. Je ne suis pas sécessionniste. Vous voyez, le procès d'Ayok Tabe passe là-bas. Je ne suis même pas constitué. Alors, vous m'étiquetez, hein, sécessionniste, même si vous n'avez pas appelé mon nom, ça me met mal à l'aise parce que je ne suis pas sécessionniste. Je n'épouse pas toute cette guerre qui mène. Je suis président d'un parti politique, Reform Party, avec un plan d'action bien solide. Et je pense que nous ne devons pas fermer les yeux à ce que nous voyons. Ce qui arrive à mon peuple, nous avons tous vu, nous sommes tous des témoins. Quand les avocats et les enseignants ont commencé, personne n'avait l'âme. Personne. Et je suis surpris que l'avocat du MBC, qui est en train de suivre la même chose, il est en train de suivre le même chemin. Lui, il est là, il ferme les yeux. Alors, on a commencé à boyaffer l'arbre de la paix. On a tiré sur les manifestants avec des hélicoptères. Avec des gens qui étaient dans les hélicoptères. Vous vous rappelez de cette fille de Kumbo qu'on avait tiré à l'œil? Elle a reçu une balle dans l'œil. Elle était dans la maison. L'hélicoptère tirait les balles. Ça l'a pris à l'œil. Elle avait fait quoi de mal? Elle n'était même pas dans la manifestation. Elle était chez elle. Alors, c'est ainsi que l'armée, parce que quand l'armée fait bien, il faut l'applaudir. Mais quand elle fait mal, ça ne sert à rien de la protéger. Vous la protégez, vous l'encouragez. Vous n'êtes pas seul au monde. Le monde entier vous regarde. Quelle est la raison donnée par l'Amérique pour suspendre l'aide au Cameroun? D'aller alors défendre chez les Américains. Parce que ici, vous faites comme si personne d'autre ne vous voit.
le monde nous regarde. Ce que l'armée fait n'est pas vu seulement par les Camerounais, le monde entier voit. Aujourd'hui, on est sur satellite. On est sur Facebook partout. Alors, vous ne pouvez plus rien cacher. Ça ne sert à rien. Si vous savez que quelque chose n'est pas bien, ne le faites pas. Alors, quelle est cette manière à toujours vouloir tuer la mouche avec le marteau? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les gens manifestent pacifiquement, vous prenez le billet. Vous n'avez pas de loi sur les manifestations dans ce pays. Qu'est-ce que cette loi dit? Alors, voilà le MSC. J'ai dit c'est le même cheminement. Un jour, quand les gens de ce côté aussi vont se armer, vous allez vous étonner. Ça a commencé comme ça. Donc ça ne sert à rien d'essayer de camoufler pour faire plaisir. Moi, je ne fais plaisir à personne. Je suis un Camerounais. On vous a donc. Non, je ne suis même pas encore arrivé à ta question. Oui, voilà. Vous avez donc fait votre coup de gueule. Oui. Vous pouvez donc répondre à ma question. Voilà. C'est ce qu'on a vu dans le Nord-Ouest. Parce que j'ai commencé par demander que des gens qu'on présente comme des sécessionnistes en viennent à imposer 10 jours de lockdown. Oui. Et on leur a dit, non, on ne le présente pas. Et ils ont dit, j'ai dit non. Eux, ils n'ont pas dit qu'ils sont sécessionnistes. Ils disent qu'ils sont en train de restaurer leur État. Qu'il n'y a jamais eu d'union. Il faut suivre. Moi, je ne suis pas de ceux qui restent à l'écart. Allez vers eux pour comprendre ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils sont en train de restaurer leur État, qu'il n'y a pas de traité d'union. Et leur État s'appelait Ambazonien. Southern Cameroon. Et c'est ça qui s'appelle Ambazonie. Leur État s'appelait Southern Cameroon. S'il te plaît, alors, va vite. Alors, ils disaient donc qu'ils sont en train de restaurer leur État. Alors, moi j'ai dit, depuis longtemps, que ces choses se passent. Voilà quelqu'un qui était au pouvoir, Titus. Il a été à côté du président pendant longtemps. Je n'épouse pas la position de ce jeune homme. Titus, c'est quelqu'un qui connaît, c'est un professeur. Il est aguerri, il était à côté du président, il a géré ce pays. Pas derrière. Okay. Alors il connaît. Donc si Titus dit, vous avez minimisé ce problème, regardez ça d'un autre œil et essayez de faire comme ça. Je pense que c'est la voie de la sagesse. Parce que ce qui se passe à Kumbo, comment est-ce que vous pouvez, dans une zone où on dit que l'armée contrôle tout, on enlève 200 personnes, comment vous pouvez expliquer ça? Mais ça va, moi j'ai dit sur un autre plateau, si le gouvernement est incapable de gérer ce côté-là, qu'on nous déclare une fois que non, les Ambazoniens ont réussi. C'est pas possible qu'un gouvernement qui a sur place la police, la gendarmerie, les militaires, police, gendarmerie, militaire, ne parvient à rien sécuriser. Ni les hôpitaux, ni les maisons des gens. Quand on brûle les maisons des gens, on dit que c'est les sécessionnistes. On brûle les hôpitaux, on dit que c'est... Alors, vous contrôlez donc quoi? Madame Malice, dites-moi ce que votre gouvernement protège. Vous ne protégez rien du tout. Je peux répondre. Ni les écoliers. Aucune école ne fonctionne. Aucun bureau de l'État ne fonctionne. Rien. Alors, vous protégez donc quoi? Donc, moi, je pense que il est temps que le gouvernement RDPC change de fusil d'épaule. La militarisation ne marche pas. J'ai demandé à quelqu'un de regarder les images de la voiture du gouverneur. Parce que sur ce même plateau, on nous a dit non, ces enfants-là utilisent les fusils de chasse ou bien les fusils artisanaux. Vous avez vu les impacts de balles? Ça ressemble à un fusil de chasse là. Plus on perd le temps, plus cette histoire se radicalise et on va se trouver en pleine guerre civile ici qu'on ne pourra plus contrôler. Oui, merci. Honorable Doualabel, vous voulez réagir au propos de Signor Barista? Évidemment que je voudrais réagir. D'abord, je le pardonne. Je le pardonne parce que quelque part, il doit bouillonner et ça l'amène à ne plus être totalement serein et de dire n'importe quoi. Seigneur Barista, je suis un député du peuple. Mais je suis un député du peuple camerounais, je ne suis pas un député des Ambazoniens. Vous-même, vous les avez appelés Ambazoniens tout à l'heure. Ça veut dire que c'est des gens qui se sont déjà attribués une identité qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas la mienne. Et je prends à témoin tous ceux qui nous écoutent pour dire que je n'ai jamais dit que tous les anglophones ne sont pas des Camerounais. Je voudrais que ce soit très clair. Oui, allez-y. Je crois que quand j'ai pris la parole, j'ai déclaré que les sécessionnistes ont déclaré
qu'ils ne sont pas Camerounais. Donc je ne parlais pas de vous. Et c'est ça qui est dangereux parce que finalement, il y a tellement d'amalgame dans les têtes et dans les esprits qu'on ne sait plus qui donc est ambazonien et qui ne l'est pas. Parce que moi je parle des ambazoniens, vous vous fâchez. Vous dites que j'ai dit que les anglophones sont des ambazoniens. Je ne l'ai jamais dit. Et je ne peux pas le dire. D'accord? Je ne peux pas le dire. Et j'ai dit que les ambazoniens ont déclaré qu'ils n'étaient pas camerounais. Donc si on n'est pas camerounais, on est un étranger. Et je n'ai jamais dit que les anglophones sont des étrangers. Donc cette amalgame est un peu gênante. Parce que là, vous allez organiser qu'on vienne m'égorger parce que, non, ne riez pas. Parce que quand vous me livrez comme ça à la vindicte populaire pour dire que mais vous êtes censé être le député du peuple et maintenant vous dites que les anglophones sont des étrangers. Vous vous rendez compte de l'instrumentalisation que vous êtes en train de faire? C'est extrêmement grave. Parce que nous sommes sur un sujet tellement délicat, tellement sensible, qu'il faut que chaque chose soit à sa place. Sinon, on va aboutir à des conflits qui n'en sont pas. Vous et moi, on n'a pas de problème, on s'aime bien. Mais ce que vous venez de faire ici, là, fait que désormais, je vais avoir peur de vous. Oui, parce que dans votre esprit, je suis votre ennemi. Oui. Et alors, enlevez ça de votre tête. Moi, c'est un débat qui est clair comme l'eau de roche. Il y a d'un côté les sécessionnistes qui ont leur combat, et d'ailleurs, chaque fois que je parle d'eux, je dis des enfants en colère, ou des frères en colère, ou des Camerounais en colère. Mais je dis simplement que leur colère ne justifie pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que tout le monde demande, oui, mais pourquoi ils arrivent à faire autant de choses? Mais ils arrivent à faire autant de choses parce que l'armée ne passe pas à la vitesse voulue. Oui, imaginez qu'on ait une armée folle qui se met à arroser tous les villages où il y a... Non, c'est pas ce qu'ils font. S'ils faisaient ça, il n'y aurait plus personne dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Je ne pense pas que ce soit ce que l'armée fait. Et si l'armée faisait ça, il n'y aurait plus personne pour mener la guérilla. Donc, jusqu'à présent, ils arrivent encore à se mouvoir, ils arrivent encore à agir parce que l'armée se contient et essaye de faire autant que faire se peut son travail de veiller sur la sécurité des personnes et des biens. Donc moi je vous dis, vous êtes un homme écouté, vous êtes un avocat de renom. Même si vous avez aussi votre part de colère, évitez de faire en sorte que nous ici, qu'on ait aussi une guerre. On n'a pas besoin de guerre. Au contraire, nous avons besoin de mettre nos intelligences ensemble pour arriver à trouver la solution idoine. Donc vraiment, moi je vous pardonne parce que là vous m'avez touché et vous m'avez touché gravement. Vous allez réparer ça quand on va sortir. Merci. Yvon Zambo, on a vu des élèves enlevés pour la seconde fois, un grand nombre. Il y a eu un enseignant qui a été assassiné à la rentrée scolaire. Décidément, dans ce conflit, les enseignants, je vous en prie. Dans ce conflit, les enseignants et les élèves, c'est une preuve facile. On peut venir enlever à tout moment. Avant de répondre à votre question, je dirais tout d'abord que ce genre d'acte ou d'action est condamnable. Oui. Parce qu'en réalité, peu importe la nature de la revendication ou quoi que ce soit, le plus important ici, c'est la manière. Et la manière la plus probante, c'est celle-là que nous ont appris tous ceux-là qui nous ont encadrés et même les institutions de la République, c'est-à-dire le dialogue. Parce que je pense quand même, jusqu'à preuve du contraire, que enlever des élèves ou des enseignants dans une école qui est censée former ceux-là qui vont diriger les affaires courantes de notre pays demain, c'est un acte, je dirais, répréhensible. Et par rapport à ça, ce n'est guère une bonne chose et il faudrait qu'on puisse, ou tout au moins, je vais justement profiter de l'occasion pour répondre à Signor Barista, pour lui faire comprendre, comme le disait l'honorable tout à l'heure, que si les sécessionnistes ou les dits sécessionnistes ont eu la prétention ou la possibilité de pouvoir enlever ces élèves et ces encadreurs, c'est pour la simple raison que nous tous, à l'intérieur du territoire national et dans les zones dites anglophones, nous sommes considérés comme des Camerounais. Et de ce fait,
l'armée se doit de protéger les citoyens camerounais. Raison pour laquelle elle justement ne comprend pas qu'on puisse enlever autant de personnes, alors qu'il y a l'armée. Il faut lire, bon, moi j'ai lu à lire des articles qui disaient que le collège Saint-Augustine de Kumbo est situé en périphérie de la ville. Oui. Et la route pour y arriver est pratiquement inaccessible. Oui. C'est dire ici que le collège Saint-Augustine n'est pas situé en plein centre-ville de Kumbo pour dire que voilà, l'endroit est en sécurité, etc., etc. Le collège est situé en périphérie. Cela dit, lorsqu'une zone comme celle-là, nous sommes ici à Douala, il y a des collèges qui sont situés dans des zones un peu plus éloignées de la ville. Et là, on ne peut pas dire que tout le territoire national sera quadrillé par l'armée camerounaise, quand on sait que ce n'est pas le seul conflit que l'armée est en train de défendre actuellement. Il s'agit ici de capitaliser sur l'utilisation des ressources. Et la position de ce collège est une position qui, en réalité, d'après les lectures que j'ai eu à faire... On doit quand même protéger les élèves, non? Ce qui a été fait. Je pense que jusqu'ici, l'enlèvement des élèves s'est produit, je crois c'est samedi. Samedi. Et ces élèves, sur 200 élèves qui ont été enlevés, 170 ont été retrouvés le lendemain matin très tôt. Oui. Et qui les a trouvés? Là n'est pas la question, le seigneur Barista. Je crois que l'armée a fait son boulot et ces élèves ont été retrouvés. Et je crois la raison pour laquelle ces élèves ont été retrouvés, c'est que les assaillants, en allant dans la forêt, se sont mis sous la pression de la dite armée et ont libéré les otages. Et c'est ce qui s'est passé en réalité. Donc on ne peut pas dire ici que l'armée ne fait rien, l'armée ne protège pas les personnes, les biens, et se mettre à dire que voilà, l'État du Cameroun ne met pas les moyens en œuvre pour que les personnes et les biens soient protégés. Moi personnellement, je suis un jeune Camerounais et d'après la posture citoyenne que j'ai, je ne peux en aucun cas prétendre que l'institution qui est celle-là qui régit, bon, les institutions qui sont censées permettre à ce que la vie au Cameroun se passe en toute quiétude vont se permettre certaines allégations, certaines pratiques jugées non souhaitables. Ça, je ne pense pas que cela est possible. Okay. Donc, avant de dire des choses qui pourrait tout au moins décrédibiliser l'image de notre pays, il faudrait qu'on se mette dans une posture républicaine et citoyenne et se dire que donner à César ce qui est à César. C'est à l'armée de tout au moins de mettre la situation dans la zone anglophone dans une posture souhaitable. Ce n'est pas à nous autres de venir sur des plateaux télé et dire que l'armée excusez-moi, que l'armée ne protège pas les citoyens, l'armée laisse tout est en insécurité. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je pense que nous sommes tous ici à Douala. Et si vous avez une information par rapport à la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est sur les faits de ce qu'on vous a dit. Vous n'étiez pas sur place pour le savoir. Je suis désolé. Ça veut dire que sur une base objective, vous n'avez pas l'information au même titre que nous autres. C'est ce que vous pensez. Ça, c'est ce que je dis et c'est ce qui est. Permettez, je vais vous passer la parole. Barista, dites-moi, on a quand même des clichés qui nous viennent de ces deux régions. À un moment, on apprend qu'on a enlevé, comme là, plus de 160 élèves, mais dans d'autres, des établissements sont carrément déserts. Qu'est-ce qui justifie ce... On va quand même à l'école là-bas? Qu'est-ce qui justifie ça? Pourquoi dans certaines écoles, ça se passe normalement et d'autres, c'est complètement désert? Merci, c'est Jalin. Je pense que on ne cherchera pas à douter, n'est-ce pas, du nationalisme des Achou. Je suis, pour tous ceux qui ne le savent pas, je suis un Camerounais qui a fait écrire la politique, la vie politique au Cameroun. Plus nationaliste que Achou, je ne sais pas si vous allez en trouver. Rappelons-nous qu'il y avait à Bamenda, en plein cœur de la ville, le collège PSS. Il était gardé par les militaires. Vous vous rappelez? Mais on ne sait plus. À un moment, on nous a dit que PSS s'est retiré de la ville. Non, c'est au cœur de la ville. Le collège, non, c'est un quartier de Bamenda, on sait. Voilà. Oui, est-ce que le collège... Je ne parle pas de Saint-Augustine, j'ai dit PSS. Oui, Saint-Augustine, nous sommes à Kumbo. Voilà. Au cœur de la ville de Bamenda. Avec des militaires poussés partout. Vous avez vu, on avait enlevé les gens là-bas. On avait enlevé les élèves là-bas. Alors, pour qui dit que les militaires protègent,
été là, devant cette école, ou partout. Comment est-ce qu'on a pu faire un enlèvement de, je ne sais pas si c'est 200 encore, élèves dans cette école? Non, c'était 79 plus bon, 2 anciens. Même si c'est 79 ou 50 même. Ils ont fait comment pour enlever 50 élèves là où les militaires gardent? Moi, j'ai dit, vous voulez que le Cameroun progresse. Ça ne sert à rien de couvrir les méfaits. Exposer ce qui n'est pas bien pour qu'on trouve la solution. Ne couvrez personne. Ça ne sert à rien. Dites-moi, comment ça se fait que dans certains coins du nord-ouest et du sud-ouest, des écoles ont carrément jeté la clé sur le paillasson et dans d'autres, ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe? Je connais seulement la ville de Bouya. Oui. Où l'université fonctionne. Oui, voilà. L'université, uniquement. Parce que Moliko, vous voyez, Moliko, c'est un peu à côté. Hein, derrière Moliko, c'est la forêt derrière. Oui, oui, oui. Et je pense, bon, il y a derrière Moliko, il y a le camp militaire qui se trouve à Small Support. Oui. Bon, je pense que vous êtes du côté gauche là, pas du côté du stade. Oui, pas du côté du stade, oui, côté gauche. Le stade est encore devant. Oui. Au niveau de l'université, où les écoles, où les cours fonctionnent, il y a, je dis, derrière il y a Small Support. Donc c'est difficile pour quelqu'un de passer par là pour venir causer des problèmes. Et les militaires sont sur la route jusqu'à My 16. Donc, ouais, les élèves peuvent fréquenter. Ah bon? Ils peuvent fréquenter puisque c'est difficile aux sécessionnistes de venir perturber les cours. Ok, merci. On va revenir dans un instant. Bonsoir Cédric. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Le 20h, c'est dans un instant. Au menu, Cédric nous fait. Ce soir, nous parlerons de cette insécurité observée dans les régions anglophones, les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cette insécurité tend à se propager dans les régions voisines à ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et dans la nuit de dimanche à ce lundi, c'est la localité de Mombo qui a essuyé une violente attaque armée. La riposte énergie des gendarmes n'a pas pour autant empêché un bilan matériel et humain lourd, mais aussi la psychose qui gagne du terrain dans cette localité située dans le département du Mungo. Nous en parlerons dans ce journal. Et vous suivrez la réaction de Joshua aussi, député SDF, premier vice-président du principal parti de l'opposition au Cameroun. Il critique le gouvernement et son attitude répressive au théâtre de la crise anglophone. Il annonce également la mise en place d'un comité de libération des prisonniers politiques, à l'instar de Maurice Kamto. Nous en parlerons dans le journal de 20h. À l'international, nous irons en Côte d'Ivoire où Guillaume Soro, lui aussi, a mis sur pied un comité politique, non sans dévoiler ses ambitions pour la présidentielle prévue en 2020. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Vous l'écouterez dans le journal de 20h dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Nouffelé. Quant à moi, madame, monsieur, je vous retrouve après, toujours, en compagnie de nos 4 invités pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Madame, monsieur, dans un instant, la page journal. MTN Moment. Retour sur le plateau Equinox ce soir, c'est la deuxième partie, madame, monsieur, la partie consacrée au débrief du journal de Cédric Nouffelé, toujours en compagnie de Yvon Zambo, Marlise Doualabel, l'honorable est toujours avec nous, et Signor Barista Achou Emmanuel aussi, et Maître Roland Djewou. Je commence avec vous, Maître Roland Djewou, un comité de libération des prisonniers politiques, vous, en tant que cadre du MRC, ça vous arrange parce que là-dedans, depuis une dizaine de jours, votre leader est en Bastille, on va le dire comme ça. Comment vous accueillez déjà cette idée? Mais à titre personnel, je dois dire que tout ce qui va vers une synergie d'action visante non seulement à demander la libération immédiate de tous ceux qui sont arrêtés dans le cadre de la marche blanche ne peut être qu'une bonne chose, ne peut être que bien vu. Donc nous félicitons de ce que des initiatives comme celle-là, justement, prennent corps dans l'espace public et demandent très clairement que le respect de la liberté de manifester soit consacré dans notre pays et que par voie de conséquence, que ceux qui ont été arrêtés et qui sont accusés
pour tout et à peu près n'importe quoi, pour avoir simplement marché, puisse être effectivement libéré. Donc c'est à saluer, et je salue par la même occasion cette initiative dont on a entendu l'honorable Joshua Oshi parler. Je vous prierai, Monsieur Otou, de me permettre de revenir un peu en arrière par rapport à la fin du débat qu'on a eu avant le journal. Vous permettez, on va d'abord faire le tour du début. Je vais vous donner la parole, c'est le premier maître. Voilà, Yvon Zambo, une idée comme celle-ci. Vous voyez, Joshua aussi, on ne l'a pas vu depuis la présidentielle. Il revient avec une idée comme celle-ci. Pour vous, comment vous analysez ça sur le plan politique? Sur le plan politique, la création d'un comité de libération des prisonniers politiques, de prime abord est... Est-ce que déjà ils sont prisonniers politiques? Parce que ça fait débat là. Ils sont considérés comme des prisonniers politiques. Évidemment, Serge Alain. Oui. Je peux dire quelque chose là-dessus? Évidemment qu'ils sont J'étais un pavé dans la mare là. Oui, je pense que... Oui, Yvon, je vais vous passer la parole. Tout le monde, depuis que le professeur Kamto a été arrêté, parle de la liberté de manifester. Mais il y a quelque chose que les gens perdent de vue. Oui. L'article 3 de la Constitution dispose: les partis et formations politiques concourent au suffrage. Oui. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi. Alors, moi je vois dans cette disposition une mission confiée aux partis politiques par la Constitution. Donc, lorsque MRS descend dans la rue, ce n'est pas dans le cadre de la manifestation, de la liberté de manifester, mais dans le cadre de la mission politique que lui confie et confère la Constitution. Okay. Et on ne peut pas, dans ce cadre-là, lorsqu'on sait que c'est un parti politique, traiter le parti politique comme si c'est des vandales, un groupe de vandales qui était sur le terrain. Et puis, nous avons la loi sur les manifestations politiques qui comporte une disposition pénale qui dit la personne qui ne respecte pas les dispositions de cette loi est passible de peine de l'article 231 du Code pénal qui réprime les manifestations publiques. 15 jours à 6 mois. 15 jours à 6 mois. Maintenant, vous avez l'article 351 alinéa 1 du Code de procédure pénale qui dispose que pour les peines, lorsque quelqu'un est poursuivi pour une infraction dont la peine ne dépasse pas 2 ans, il peut ne pas comparaître au tribunal. Il peut même dire au tribunal que jugez-moi à mon absence et mon avocat va me représenter. Donc c'est une façon de dire quoi? Que ça n'a rien à voir avec... Est-ce que c'était nécessaire d'arrêter Kamto pour une infraction pour laquelle il n'était même pas obligé d'aller au tribunal si on devait le poursuivre? Alors comment vous faites donc pour transformer une infraction purement politique en des crimes contre la nation, subversion, hostilité à la patrie? Est-ce que le monsieur qui était dans la rue là était autorisé à y être? C'est oui ou c'est non? Oui, vous permettez. Si vous avez la réponse, vous allez demander à monsieur le comité de libération des prisonniers politiques. Comment vous accueillez ça? C'est une nouvelle qui arrive dans mon entendement comme étant une proposition qui est faite dans le but justement de permettre à ce que toutes les parties prenantes de l'activité politique dans notre pays, notamment ceux qui étaient impliqués dans les mouvements du MRC et tout ce qui va avec, soient libérés par l'honorable Joshua aussi. Je prends cela avec beaucoup de réserve. Parce que de prime abord, je pense que le professeur Maurice Kamto, ou tout au moins le débat ne se situe pas quelle est ma pensée par rapport à cela. Mais si on se base sur les faits, il en est que le professeur Maurice Kamto actuellement est en détention provisoire. Et je pense également que ce n'est pas sur un plateau... Ça ne fait pas de lui un prisonnier politique. Je dis, je garde mon droit de réserve par rapport à ce cas. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ou ce que les gens doivent savoir, c'est que ce sont des problèmes qui doivent être traités dans des institutions qui ont cours légal, notamment les tribunaux et autres. Donc ce sont des questions à la fois qui ont une connotation de justice, et ce n'est pas sur un débat de télévision que je dois me prononcer par rapport à cette question. Ok. Oui. Honorable, c'est votre camarade à l'Assemblée nationale, c'est une idée... C'est une solidarité. Oui, moi je pense les solidaires
Les camarades de l'opposition qui sont aujourd'hui dans des sales draps, on va le dire comme ça. Oui, je pense que dans une démocratie qui avance comme la nôtre, il est important que tous les acteurs jouent leur rôle. Chaque acteur doit jouer son rôle pour que la démocratie soit vécue pleinement. Mais les dispositions qui nous ont été rappelées par le Senior Barrister, nous rappelle simplement qu'il y a eu quand même quelque part le non-respect d'une loi établie connue. Donc c'est qui dit que pour manifester, il faut faire une déclaration. Au bout, quand c'est la déclaration... Quelle est la sanction? Comment? J'ai eu peur. Pourquoi? Parce que j'ai entendu un de vos camarades dire qu'il faut une autorisation. Il faut une déclaration. J'ai cru que vous alliez... Mais maintenant, la loi est encadrée. Elle est quand même encadrée et c'est la raison pour laquelle le MRC dira nous ne demanderons plus jamais, nous ne ferons plus jamais de déclaration parce qu'il nous a toujours été refusé le droit de manifester. Donc ça veut dire qu'ils sont conscients qu'ils ont bravé ou alors qu'ils ont défié l'autorité. Oui. Maintenant, ça a une sanction. Oui. Et la sanction est tombée. Non. Maintenant, comment la sanction n'est pas tombée? La loi, attendez, ne répondez pas trop vite. Est-ce que la sanction est tombée? Il est où? Ça, c'est un abus. Non. C'est un abus. Je ne sais pas si c'est un abus. C'est un abus. Il y a que tout le monde est d'accord que M. Kamto lui-même, grand juriste, qui a participé à la rédaction de notre code pénal, sait très bien à quoi il s'exposait. Il a choisi de le faire. C'est un leader. Il peut avoir pris un risque. Il a pris le risque et aujourd'hui, la conséquence est là. Maintenant, que penser de l'action de Joshua? Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. On n'était plus au procès de Kamto. Il est en train de se dérouler quelque part. Je ne suis pas suffisamment qualifié pour défendre l'État du Cameroun ou pour défendre M. Kamto. Moi, je suis membre d'un parti politique qu'on appelle le RDPC. Bon, ce que je peux dire, c'est que si Joshua aussi a pensé à une action, il est en train de jouer un rôle d'un homme politique. Et ce rôle est utile pour lui parce que il faut bien qu'on le revoie. Il faut bien qu'on le revoie et qu'il se mette sur la scène. On le voit plus. On le voit où? Ça fait longtemps que moi je ne l'ai plus vu. Comment ça? Donc, mais il a participé à la manifestation du 23 janvier. Si aujourd'hui... 3 jours avant il a fait une apparition, d'accord. Il devait également être arrêté, parce qu'il a participé à la manifestation du 23. Permettez que j'aille jusqu'au bout. Deux poids, deux mesures, Roland Diou. Voilà. Dites-moi que je... Quand la parole me reviendra, peut-être que bon, en tout cas, il n'a pas été arrêté. N'est-ce pas? Pourquoi? Je ne sais pas, je ne connais pas les raisons. Est-ce que la manifestation du SDF était autorisée? Voilà, on visait Kamto. Ce que je veux dire, la question, c'est qu'est-ce que je pense de l'action de Joshua aussi. Je dis que c'est un... Et moi, j'ai un problème. Est-ce que ce sont des prisonniers politiques déjà? Pour moi, les considérer comme non, moi je pense qu'on ne peut pas les considérer comme prisonniers politiques. Ça, je suis formel là-dessus. Ils ne sont pas des prisonniers politiques parce qu'ils ne sont pas condamnés. Bon, d'accord, Mendiaou. Excusez-moi pour que je chute. Permettez. On est d'accord, ils ne sont pas condamnés, ils sont des prisonniers politiques. La notion de prisonnier politique n'est pas liée au fait qu'on soit condamné ou pas. Okay. La notion de prisonnier politique est liée au fait qu'on est privé de sa liberté pour des raisons politiques. Voilà de quoi il est question. Non, mais moi, à ce que je me souviens, il a transgressé une loi de la République. Qu'il soit président d'un parti politique ou le professeur Kamto, la réalité, elle est là et je pense que c'est sur cette base-là que l'action a été menée. Maintenant, je continue à dire que Joshua aussi, je comprends qu'il se bouge et qu'il soit maintenant qu'il essaye d'être le trait d'union de l'opposition pour mener une action. C'est la société civile qui va conduire ça. Oui, mais comme on dit souvent chez nous, il aura été l'initiateur. Oui. Et on ne perd jamais en tête qui est l'initiateur d'un tel mouvement. Si le mouvement peut prospérer par la libération du professeur Kamto, tant mieux. Ça veut dire qu'ils auront manœuvré comme il faut. Mais ce que je crains, parce qu'on a parlé de marche blanche
Mais cette marche blanche avait plein de tâches. Parce que demander le recomptage des voix 6 mois après une élection qui s'est passée selon les règles dans notre pays, c'est quand même de la provocation. Donc, ce n'est, oui, mais alors, ça veut dire que c'était pas des marches blanches. Ne les appelez plus comme ça, elles étaient tachées, ou zébrées, ou je ne sais pas quoi, mais elles n'étaient pas blanches. Nous sommes quand même encore troisièmement, dans le choix de nos mots et des objets de nos marches. C'est la politique. Moi aussi, je suis autorisé. Alors, faites vos marches, qu'elles soient zébrées, laissez-nous faire les nôtres qui sont blanches. Qui sont blanches. Bon, de toute façon, nous, on a et elles n'ont jamais cessé d'être blanches. Elles n'ont jamais changé. Je voudrais simplement croire que quand l'action va être mise en place, elle se fera dans le respect des règles de notre pays. Mais autrement, je ne suis pas du tout contre qu'il y ait un mouvement de sympathie et de solidarité qui s'organise à l'occasion de cet événement que nous sommes tous en train de vivre. Dites-moi, est-ce que ça vous arrangerait qu'on libère le professeur Kapto? Alors, pour l'équilibre, il doit être libéré. Le plan politique. Moi, ça me libérerait. Okay. Moi, en tant que personnel politique, ça me libérerait. Oui. Maintenant, s'il est... Donc le RPC n'a aucun intérêt à avoir quelqu'un comme ça. Non, parce qu'en réalité... Prison. Non, attendez, le MRC est quand même conduit par un très grand professeur. Oui. Ce qui veut dire que le plan de succession existe. Oui. C'est-à-dire que si un avion tombe quelque part et que les dirigeants du MRC décèdent, dès le lendemain, je suis persuadé qu'il y a... ils ont la capacité de monter, de renouvellement. Ça s'appelle un plan de succession. Donc, je n'ai pas de crainte par rapport à cela. Mais maintenant, concernant la crispation que crée cette situation, évidemment, je pense que tout le monde serait dans la détente si ça trouvait un aboutissement, un dénouement qui soit plus heureux. Il sera certainement condamné, mais le président de la République peut lui dire que vraiment, monsieur le président, vous avez fauté, la démocratie c'est difficile, on apprend tous, non. Je vous libère. Mais non, c'est Jalin, je pense que vous avez compris. Tu dis non? Vous avez compris, l'honorable dit que M. Kamto a violé la loi et il a été mis en prison pour ça. Cette loi-là, vous parlez de la loi sur les manifestations publiques. Et vous avez oublié qu'il y avait une autre loi, celle sur le maintien de l'ordre, que les policiers qui étaient sur place ont violé. Qu'avez-vous fait à cela? Puisque la loi sur le maintien de l'ordre dit, interdit formellement l'usage des armes. Je ne parle pas des cartouches blanches ou létales ou tout ça. Les armes, on a vu les armes. Même tirées en l'air. On a vu les armes. On a dit la présence des armes est interdite. Or, les policiers étaient là avec des armes. Vous avez fait quoi à ces policiers? J'ai dit 2 poids, 2 mesures. Vous ne pouvez pas arrêter quand vous mettez en prison parce qu'il a violé une loi. Et les policiers qui ont tiré à balles létales ou non létales, vous les laissez. Donc, vous ne pouvez pas. J'ai dit, vous avez dit encore que Kamto a violé une loi. Cette loi-là, la loi sur les manifestations publiques, a des dispositions pénales. En droit, mon confrère là, qu'il me demande si c'est possible. Spécialia generalibus dérogante. La loi sur les manifestations prévoit la loi spéciale déroge aux règles générales. Cette loi spéciale a prévu des dispositions pénales. Pourquoi vous la laissez pour aller chercher ailleurs? Ça ne m'intéresse pas parce qu'il ne peut pas être adressé un discours technique à quelqu'un qui n'est pas technique. Sur tous les plateaux, j'ai entendu les juristes parler de cette question et il y en avait qui donnaient des arguments qui allaient à l'encontre de ce que vous dites. Donc ne profitez pas du fait... Oui, mais ne profitez pas du fait que moi, je ne suis pas juriste, pour m'entraîner sur un terrain. C'est vous qui votez les lois. Il a marché sans avoir eu l'autorisation. Nul n'est censé ignorer la loi. Il a été puni pour cela. Maintenant, on peut le libérer. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous connaissez cette loi. Moi, je conclus que M. Kamto a été arrêté illégalement. Parce que les conditions d'arrestation. Ça change quoi? Les conditions d'arrestation n'ont pas été. Les dispositions du code de procédure pénale. Vous étiez là quand on l'arrêtait? Vous étiez là? C'est 2 semaines après qu'on lui notifie. Vous étiez là? Est-ce que vous avez alors que la loi dit que c'est sur place. Mais attendez. Vous avez la preuve de ce que vous dites? On allait l'arrêter dans la maison de Zoga. Il y avait un mandat. Est-ce que vous avez la preuve de ce que vous dites? Voilà, Maître Diévou. Donc, c'est un prisonnier politique. Maître Diévou. Mais je vais simplement me faire mien tous les développements qui ont été faits par mon confrère aîné, signorariste.
Mais mon propos, c'est plus sur une attitude que j'observe et qui de plus en plus désordre ici au Cameroun. C'est cette indignation sélective-là que je ne cesserai de dénoncer. Ce 2 poids 2 mesures. Tout à l'heure, Monsieur Zambo disait que, à la suite d'ailleurs du propos de Barista, que il ne faut pas salir le Cameroun. Il ne faut pas colporter des choses dont on n'a pas la preuve. Disait-il, il n'était pas sur le théâtre des opérations, il ne pouvait donc pas savoir. Je me félicite que lui, il fut sur le théâtre des opérations, parce que lui, il a quand même parlé de ce qui se passerait là-bas et que ça se passerait très bien. Ça suppose que lui, il y était. Et donc, on doit le croire sur parole et ne pas croire d'autres Camerounais qui s'expriment. C'est un problème. Je voulais lui indiquer, nous sommes tous des jeunes. Peut-être que moi, un peu moins que lui. Personne n'a le monopole de la citoyenneté et du patriotisme. Vous pouvez aimer le Cameroun à votre façon, c'est-à-dire qu'en jouant, en faisant le déni. C'est une technique. Vous savez, il y a des femmes qui aiment tellement leur mari qu'elles refusent de voir qu'il est violent. Mais il y a d'autres femmes qui aiment tellement leur mari qu'elles choisissent de dénoncer la violence de ce dernier, non pas pour que ça finisse par un divorce, mais pour que justement qu'il s'améliore et qu'il devienne un meilleur mari. C'est un problème que nous devons apprendre à régler en Camerounais. Nous n'avons pas le monopole du patriotisme, nous ne devons pas le dénier aux autres. Critiquer ce qui est mal fait dans un pays, je crois que c'est du patriotisme. Les camarades du MRC qui sont aujourd'hui poursuivis, emprisonnés, ils sont poursuivis entre autres pour hostilité contre la patrie. Quand vous parcourez le code pénal et que vous regardez où se situe l'infraction d'hostilité contre la patrie, c'est parmi les infractions à l'atteinte à la sûreté de l'État. Je suis convaincu que mes camarades et moi-même, sur ce plateau avec vous, nous pouvons être victimes, nous pouvons commettre une autre infraction, que moi j'appelle hostilité à la tyrannie. Si c'est ça, je suis d'accord. Arrêtez-moi pour hostilité à la tyrannie, mais pas hostilité à la patrie. Parce que être hostile à sa patrie, c'est attenter, c'est fomenter, c'est espionner, etc., etc. Et cela contre l'intégrité territoriale. Vous arrêtez des gens qui ont violé les dispositions de la loi sur le maintien de l'ordre. Analogie pour analogie, qui ont violé un feu rouge. Tout le monde sait qu'ils ont violé un feu rouge. Voilà ce qu'ils ont commis comme faute, entre guillemets. Peut-être que d'ailleurs qu'ils ont commis la dite faute, parce que le feu ne marche plus. Vous avez des sous-préfets qui n'ont de feu vert que pour les voitures du RDPC. Et ils mettent ces feux au rouge chaque fois qu'ils voient venir une voiture de l'opposition. La voiture de l'opposition a dit « je viole le feu ce tour-ci ». Oui, c'est une infraction. C'est une infraction mineure au sens du code pénal. Oui, le professeur Kanto a participé, comme d'autres techniciens auraient pu le faire, à la rédaction de ce code pénal. Effectivement. Et effectivement, l'infraction qui punit les manifestations interdites, c'est une infraction mineure. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réprimer gravement une infraction qui en réalité est l'expression d'une garantie constitutionnelle. C'est pour ça que le tarif est si léger, de 15 jours à 6 mois. Mais vous arrêtez les gens qui ont violé le feu rouge, vous les accusez de crimes contre l'humanité, vous les embastillez 15 jours durant, sans aucun titre de détention. D'ailleurs, extrêmement loin, vous allez souffrir, honorable, que je parle. Parce que, justement, et c'est pour ça que je continuerai en disant que vous prenez des gens 15 jours durant, sans qu'on ne sache quel est le régime qui est appliqué, qui leur est appliqué. Est-ce que c'est une détention judiciaire? Est-ce que c'est une détention administrative? Personne ne le sait. 15 jours plus tard, on vous apprend que, bon, écoutez, vous allez être traduit devant le commissaire du gouvernement, devant le tribunal militaire de Yaoundé. Des gens qui ont été arrêtés à Tchang, des gens qui ont été arrêtés à Banganté, des gens qui ont été arrêtés à Bafang, des gens qui ont été arrêtés à Bafoussam, des gens qui ont été arrêtés à Douala, et enfin d'autres qui ont été arrêtés à Yaoundé, pour après leur dire insurrection, rébellion, hostilité contre la patrie. Voilà, et là, tout le monde dit, bon, moi je ne connais pas le droit, je ne sais pas si c'est justifié ou pas. Mais voilà, donc soyons moins dans l'indignation sélective, je vous en prie. Ok, d'abord, Yvon Obama. Je vais d'abord commencer par dire que dans l'entame de mon propos tout à l'heure, il n'était pas question pour moi d'accuser ou de pointer un doigt accusateur sur qui que ce soit. Ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de démontrer que le plus important n'est pas d'avoir toujours des discours catastrophistes.
c'est-à-dire de s'ériger en donneur de leçons et de dire que rien n'a jamais... S'il vous plaît, je pense que je vous ai laissé poursuivre votre propos. Et je m'excuse. Je disais donc tantôt que le plus important ici n'est pas de s'ériger en donneur de leçons. Nous sommes tous conscients que nous avons les mêmes problèmes. Nous avons des problèmes, nous, en tant que jeunes, vous l'avez souligné tout à l'heure. Il y a des jeunes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est une réalité. Mais nous ne faisons pas fi de la réalité. La chose ou la position dans laquelle nous nous mettons, c'est dans une position rationnelle. C'est-à-dire ne pas toujours s'ériger en donneur de leçons et avoir des discours catastrophistes comme quoi rien n'a jamais été fait ou rien ne sera jamais fait si ce n'est le régime en place qui est présent. Moi, personnellement, je ne suis pas ici dans une posture partisane. Non. Je suis là parce que je suis un jeune qui pense le devenir, l'avenir et même le futur de ce pays. Et pour ce fait, il est question pour nous d'apprécier les choses à leur juste valeur. Cela passe par un raisonnement logique par rapport aux choses qui sont faites, une appréciation critique comme vous-même vous l'avez souligné, mais pas toujours d'arroser avec des épines tout ce qui est fait et de dire que voilà l'opinion, vous êtes appelé à vous dire que non, ce qui est fait n'est pas bien à X, Y niveau. Et là, je vais, excusez-moi Serge Alain, je vais poursuivre en disant que quelques secondes, tout à l'heure vous avez fait part d'un certain nombre de propos purement techniques sur le plan juridique. Ça, c'est pas mon domaine, je vous le concède. Ok, merci. Mais ce que vous devez retenir ici, c'est que le plus important pour la jeunesse actuellement, c'est de prendre conscience des défis qui sont les nôtres. Et cela passe par une conscientisation, cela passe par des analyses critiques et cela passe également par l'impact que chacun d'entre nous devrait donner à son propre niveau parce qu'il y a une logique dans tout ce qu'on fait. Au milieu académique, on dit souvent il y a l'approche méthodologique. Ici, moi, je parlerai d'approche méthodique. Un jeune ne devrait pas commencer par la fin, c'est-à-dire critiquer ceux qui sont au-dessus. Mais le plus important, c'est d'abord l'utilité sociale. Au niveau où nous nous trouvons, qu'est-ce que nous faisons pour que le Cameroun puisse avancer? Peu importe le degré de responsabilisation, une responsabilité est une responsabilité. Merci Yvon. Bonsoir Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonsoir Serge. Voilà, dans un instant, 100% football. Oui, comme tous les lundis soirs, quand il est 21h, ce soir, nous parlerons du championnat de première division Ligue 1, rendu à sa 4e journée. S'il faut encore être bouclé, cette 4e journée, c'est encore être bouclé par le match qui va opposer le Tonnerre de Yaoundé qui a opposé le Tonnerre de Yaoundé à Avion du Cam. Il n'y a que dimanche, plusieurs rencontres sont disputées. Et les grands qui est attendu se sont imposés. Le cas de l'Union de Douala qui allait battre Aïbolo la Colombe du Sud, Lyon Sport Académie de Bamenda qui est à domicile et qui s'est imposé devant son public. Les Astres de Douala également se sont imposés, mais surtout New Star de Douala qui a obtenu sa première victoire de la saison en Ligue 2. Ce sont des nouvelles pas du tout bonnes pour la Dynamo de Douala. Les Bonnes Badgers pourront allier leur 3e défaite d'affilée de la saison. Là où le Léopard de Douala montre qu'il est un grand club en alliant sa 3e victoire d'affilée. Les Banabanjos se sont imposés samedi lors de la 4e journée de ce championnat de Ligue 2. Nous parlerons aussi des Lions indomptables qui sont en stage du côté du centre d'excellence de la CAF en Bancomo. Beaucoup d'entre elles ont joué un match amical. En marge de ce regroupement, nous vous donnerons des nouvelles dans cette édition de 100% foot, tout comme nous vous plongerons aussi au cœur des tractations que Clarence Seedorf mène en ce moment pour constituer la liste des joueurs qu'il va prochainement convoquer pour prendre part au match des éliminatoires, le dernier match des éliminatoires de la CAN 2019. Voilà, des experts pour débattre de tout ceci. Et pour débattre de ceci, il est un journaliste qui parcourt les stades à travers le monde, mais surtout les stades de Ligue 1. Le journaliste de Presse Sport, Sylvain Kwambi, sera avec nous ce soir. Et le secrétaire général de Hofstad de Kribi, club promu en Ligue 2, qui a également joué sa 4e journée du championnat. Ok, merci. Dans un instant, madame, monsieur, 100% football, comme tous les lundis avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. À lundi prochain, Sylvestre. À lundi prochain, Serge Alain. Bonne suite d'émission. Voilà, merci. 30 secondes, justement. 30 secondes oui, on arrive au terme. Heureuse qu'il ait reconnu qu'il y a eu violation d'un feu rouge. Je suis aussi heureuse de lui communiquer que autour de cette violation qui semble mineure, s'est greffé beaucoup de choses qu'il va falloir clarifier. Et je pense que c'est ce que les autorités du pays sont en train de faire et qu'ils sauront exactement ce qui se passe et prendront les décisions idoines. Merci pour votre conclusion. 30 secondes, Maître Diabo. La conclusion que j'aimerais apporter, c'est simplement pour dire que nous ne pouvons pas tout le temps diaboliser ceux qui essayent de faire bouger les lignes.
Et le fait de critiquer est aussi une façon de prendre sa part de responsabilité dans le champ social, davantage quand on est jeune. Encore que ce n'est pas toujours facile. Il faut se battre avec les contingences d'un régime qui n'est pas toujours peint en noir comme certains veulent le faire croire, mais qui n'en fait pas assez et qui brille par 36 ans d'une médiocrité quand même désormais communément admise. Ok. Yvon, 30 secondes pour terminer. Comme mot de fin, je dirais tout d'abord qu'en tant que jeunes, nous devons d'être des porteurs de bonnes nouvelles dans la mesure où le plus important pour nous ici, en tant que jeunes, c'est de mettre en avant nos savoirs et nos savoir-faire. Nous sommes conscients de ce que l'environnement n'est pas toujours propice, mais on dit toujours dans un jargon qui m'est proche, qui veut va vers. Et aller vers ici signifie prendre des risques, saisir les opportunités que nous avons la possibilité de saisir et créer de la valeur. Parce que nous sommes des personnes appelées à construire l'édifice national et de ce fait, nous ne devons pas toujours nous ériger en donneurs de leçons, mais plutôt en personnes qui posent des actions et des actions concrètes dans l'environnement dans lequel on se trouve. Ok, Barista Joab Dehen. Oui, je voudrais terminer en disant que le professeur Kamto est un politicien qui a été arrêté en plein exercice de ses fonctions de politicien. Donc, si c'est une leçon que le gouvernement voulait lui donner, je pense qu'il a compris la leçon, mais il ne faut pas qu'on continue avec ces poursuites pénales qui sont vraiment ridicules sur le plan juridique. C'est un avocat qui parle. C'est un avocat qui parle. J'ai dit sur le plan juridique, ces poursuites nous ridiculisent parce que la loi qu'il aurait violée prévoit des dispositions pénales. Ok, vous nous et avez on ne déjà peut dit pas aller chercher ailleurs. Ok, merci, cher monsieur, merci madame d'être venu. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin ce premier numéro de la semaine Equinox Soir. Rendez-vous demain dès 19h et rediffusion 23h GMT. Il sera effectivement une fois de plus minuit, Amphidakad, Parakono.